Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de mon livre Africain et fier. Et à cette occasion spéciale, j'ai un cadeau spécial pour vous. Mais avant de découvrir de quoi il s'agit, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Mansa Yem, je suis le promoteur de cette chaîne Afrique Libre et Prospère. Et je sors mon livre aujourd'hui justement. Et c'est l'occasion de vous informer qu'il est en promo jusqu'au dimanche. Le livre est disponible sur Amazon et sur argentlivre.com. Le livre est disponible en version papier et en version PDF. Normalement, il coûte 30 € pour la version papier et 15 € pour la version PDF. Mais à l'occasion justement de la promo, il est à 15 € sur Amazon pour la version papier et 19,99 € sur argentlivre.com. Et s'agissant de la version PDF, il est à 7 € pour le prix Kindle sur Amazon et à 7,99 € pour la version PDF sur argentlivre.com. Tout ça, je le rappelle, ce sont les prix promo et ils seront valables jusque dimanche. Passé ce délai, les prix remontent à 30 € pour la version papier et à 15 € pour la version PDF. Tous les liens pour vous procurer le livre sont en description. Comme je disais donc, aujourd'hui c'est une journée spéciale, raison pour laquelle j'ai un cadeau spécial pour vous. Il s'agit pour vous de découvrir mon livre, le contenu du livre. Parce que justement, je vais vous lire un chapitre pour que vous ayez une idée concrète et claire du contenu puissant du livre. C'est parti pour la lecture. J'ai choisi de vous lire le chapitre 4 qui commence à la page 85. Et ce chapitre, le chapitre 4, s'intitule « Ce que j'entends par la reconstruction de l'Africain ». Ce qui ne participe pas à la reconstruction de l'Africain. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je ne demande pas aux Africains de vivre le regard plongé dans les douleurs du passé, les yeux pleins de larmes, le cœur rempli de rancœur. L'on ne progresse pas en se tenant aux écueils du passé, parce que l'on continue à se blesser inutilement. Néanmoins, on n'avance pas non plus en ignorant ou en étant inconscient de la présence des blessures infligées par ces récifs. On avance sereinement en faisant la paix avec un passé douloureux et en prenant le temps de guérir les blessures qui en découlent. Toutefois, pour faire tout ce travail, il est très important de connaître son passé, tout son passé. Alors, pour reconstruire l'Africain, il ne faut pas occulter son passé. Il ne faut pas non plus faire de ce passé une cause d'amertume, de barbarie et de rejet entre ses protagonistes. Pour reconstruire l'Africain, il faut faire de son passé une source de connaissance. Car, comme l'avait dit le philosophe anglais Sir Francis Bacon, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je ne plaide pas pour un retour dans le passé. Je ne suis pas nostalgique d'une époque précoloniale ou d'avant la traite négrière, époque que je n'ai jamais connue personnellement. Je ne demande pas l'abandon du français, de l'anglais, de l'espagnol ou du portugais comme langues officielles parlées en Afrique. Ce n'est plus le temps pour cela, car le monde dans lequel nous vivons désormais est globalisé et une telle mesure ne serait bénéfique à personne, encore moins aux Africains. Je ne demande pas un nouveau tracé des frontières entre les États africains. Je ne demande pas l'abandon des religions qui ont été insufflées aux Africains par les Occidentaux ou même les Orientaux. Non, je ne plaide pas pour des mesures rétrogrades qu'il serait quasiment impossible à mettre en œuvre et qui, en plus, ne correspondraient plus à notre temps. Car nous sommes au XXIe siècle et non plus au XIXe ni avant. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je ne plaide pas pour l'abandon pur et simple des prénoms occidentaux. Le mélange de l'Africain avec le Caucasien de l'Ouest, en Europe et aux Amériques, fait partie de notre histoire commune, même si elle a été brutale. Nous devons l'accepter comme telle, nous accepter mutuellement et nous respecter réciproquement. Nul ne peut revenir en arrière. Cette mixité, ce métissage est une empreinte ineffaçable qui marque désormais le monde dans lequel nous vivons en ce 3e millénaire. Plus vite nous accepterons cette réalité du côté des deux partis, noir et blanc, et même au-delà de ces deux seuls peuples, car le métissage des individus et la présence de plusieurs races sur un même territoire n'iront que grandissant avec la globalisation de notre monde. Mieux nous nous porterons tous, car nos échanges et nos interactions n'en deviendront que meilleurs. Quand je parle de reconstruction de l'Africain,
Je ne plaide pas pour un repli identitaire de l'Africain sur lui-même, car qui dit repli identitaire ou communautaire dit isolement de soi par rapport aux autres qui sont différents, repli sur soi-même afin de vivre dans un entre-soi réducteur, enfermement de soi dans les limites de sa mêmeté, tout en rejetant dans le même temps l'autre car différent, tout en stigmatisant sa dissemblance, tout en faisant de sa différence un motif pour le discriminer, souvent négativement. La non-acceptation de l'autre tel qu'il est, avec cette différence, est la manifestation première de la crispation sur soi qui caractérise le repli identitaire. Le repli identitaire est le refus, voire le rejet de la diversité. Disons la chose simplement. Reconstruire l'identité africaine n'implique pas rejeter tout ce qui est non-africain en général et occidental en particulier. Reconstruire signifie simplement réhabiliter ce qui avait été détruit. Pas besoin de s'attaquer aux constructions des autres pendant que nous réalisons et affirmons nos propres constructions. Comme je l'ai défendu au paragraphe précédent, l'acceptation de l'autre avec sa différence, ainsi que la reconnaissance et le respect de cette différence sont des ingrédients clés de l'harmonie entre les peuples qu'aucun de ces derniers ne peut ignorer. L'Africain, pendant son processus de reconstruction, accepte et respecte l'occidental malgré le passé violent qui les avait opposés à cause de leurs différences respectives. L'occidental et les autres peuples du monde acceptent l'africanité et la négritude de l'Africain, ainsi que celle de tous les peuples noirs du monde, reconnaît la dignité de cette différence et respecte tout ce qui la caractérise, en commençant par la couleur noire de sa peau. Point de place pour les complexes, tant de supériorité que d'infériorité. C'est cela que je prône et défends. La reconstruction de l'Africain. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je parle de notre affirmation à la face du monde. Je parle de l'affirmation de la culture de l'Africain dans ses différentes déclinaisons. Ses prénoms et ses noms, ses coutumes et ses rites, ses langues, ses religions, ses musiques, son art, ses structures sociales, ses styles de vie, ses sciences, ses technologies, ses philosophies, etc. Je parle de l'affirmation de tout ce qui caractérise l'Africain en commençant par son aspect physique. Sa peau noire, ses cheveux frisés, son nez épaté, ses lèvres charnues. Ce ne sont pas des tares. Ce sont de simples caractéristiques humaines qui soulignent la richesse dont s'est fait preuve la nature en matière de biodiversité. L'Africain a sa place dans le monde. L'Africain n'est pas un sous-homme. L'Africain a de la valeur, autant de valeur que tous les autres peuples qui couvrent la surface de la terre. La nature nous a dotés des mêmes capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles que le reste de l'humanité. Ce message enjoint fermement et solennellement l'Africain à se réveiller et à replacer sa confiance en lui-même. Il enjoint également avec fermeté le non-africain à faire preuve de respect vis-à-vis de l'Afrique et de ses enfants où qu'ils se trouvent dans le monde. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je demande à l'Africain de cesser d'être divisé contre lui-même. C'est une erreur que certains de nos aïeux africains ont commis hier. C'est une erreur dont l'Africain d'aujourd'hui a encore malheureusement du mal à se défaire. Il est de notre devoir, Africains et Africaines d'aujourd'hui, d'éviter que le jeune Africain de demain perpétue la même erreur. Hier, certains de nos ancêtres d'Afrique subsaharienne ont été convaincus, notamment par des arguments économiques, à participer à l'idée de trafic humain transatlantique d'esclaves noirs, en facilitant aux négriers européens l'accès à la matière première biologique dont ils avaient besoin, des esclaves. En toute logique, compte tenu de la faible pénétration territoriale des trafiquants d'esclaves européens en Afrique, ainsi que de leur nombre réduit comparé aux populations autochtones qui peuplaient l'ensemble du continent, ces trafiquants avaient nécessairement besoin de partenaires commerciaux
locaux pour mener à bien leur trafic humain. Certes, ils ont forcé certains Africains en usant de méthodes violentes et pernicieuses à participer à cette hideuse traite, mais ils en ont convaincu d'autres en se servant simplement de leur ignoble cupidité. Aujourd'hui, au lendemain des indépendances des nations africaines face à la colonisation, on voit encore cette division de l'Africain contre lui-même s'exprimer d'une manière différente. On voit des guerres civiles et des génocides nés de luttes de pouvoir pour contrôler des pays fabriqués de toutes pièces sur un bout de papier quelque part hors d'Afrique par des colonisateurs en 1884. On voit des gouvernants africains, autant au sommet de l'échelle qu'à des niveaux intermédiaires, utiliser la position d'autorité à laquelle ils ont eu accès pour se servir illégalement, copieusement, sans honte ni regret, d'une manière qui même détruit l'avenir des futures générations africaines, au lieu de servir le peuple de l'Afrique. Cette population africaine a besoin de gouvernants intègres et courageux pour accélérer sa rémission des séquelles d'une histoire difficile et douloureuse sur plusieurs siècles, afin de se relancer encore plus efficacement dans la course. On voit des ennemis et des tribus noires qui gaspillent leur énergie à manifester de l'animosité les unes envers les autres. Elles le font dans un monde où elles sont toutes méprisées par les autres peuples de la terre à cause de leur faiblesse commune et de leur retard notamment économique. Dans un monde où les autres peuplades cherchent des raisons pour s'unir dans leurs régions respectives, Chine, Inde, États-Unis et Canada, Union européenne, Fédération de Russie, au lieu de se diviser. Pour accomplir notre devoir d'éviter que l'Africain de demain s'embourbe à son tour dans l'erreur de la division, il faut se mettre au travail. C'est essentiellement un travail d'éducation à l'unité africaine. Comme exemple concret, nous avons en l'occurrence le travail que nous réalisons à travers l'écriture et la diffusion du présent ouvrage. Il existe bien sûr d'autres manières de participer à la tâche. Que chacun apporte sa pierre et l'ajoute à l'édifice de l'éducation à l'unité africaine. Certes, des contributions valeureuses sont apportées régulièrement à travers le continent par des dignes fils et filles de l'Afrique, mais tant que l'unité africaine n'est pas une réalité concrète, notre travail n'est point achevé. Il faut davantage de contributions pour y parvenir. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je parle de rappeler à l'Africain qu'il est capable. Je rappelle à l'Africain et à tous les hommes de la terre que de nombreux Noirs, à travers l'histoire et même aujourd'hui encore, apportent leur pierre à l'édifice qui façonne le monde. Aussi, la contribution de ces personnes noires est tout aussi excellente que celle apportée par les non-noirs à la construction du grand édifice de l'humanité. Les lignes qui suivent illustrent quelques-uns des apports de ces hommes et de ces femmes noires qui, de par leur excellence, participent au bâtissage du grand édifice humain. Le peuple noir est aussi capable. Abraham Hannibal et Alexandre Pouchkine, noirs, nobles et russes. Abraham Petrovich Hannibal est né en Afrique centrale, vraisemblablement au sud du lac Tchad, dans une localité nommée Logone Birni, dans l'actuel Cameroun, vers 1696. Fils de chef, il est capturé et réduit en esclavage, traite orientale, à la mort de son père suite à une guerre. Il se retrouve ainsi quelques années plus tard à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Là-bas, il est racheté clandestinement pour le compte du tsar Pierre Ier le Grand et transféré en Russie pour servir ce dernier. En 1717, il est envoyé en France pour être formé en ingénierie et art de la guerre. Il y combat aux côtés de l'armée française dans la guerre de la Quadruple Alliance 1718-1720, s'élevant au rang de capitaine.
Devenu ingénieur militaire, Abraham Hannibal rentre en Russie en 1723 et il met ses qualités d'ingénieur au service de la cour du tsar. Anobli en 1742 par l'impératrice Élisabeth Ier, fille de Pierre Ier le Grand, il termine sa carrière militaire au grade de général. Abraham Hannibal meurt en 1781. L'un de ses fils, Ossip Abramovitch Hannibal, eut une fille du nom de Nadejda Osipovna Pouchkina, mère du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine. Alexandre Sergueïevitch Pouchkine naît en 1799 à Moscou. Son père, issu de la noblesse russe, est francophile et aime l'art littéraire. C'est dans cet environnement qu'Alexandre Pouchkine se passionne dans sa jeunesse pour la littérature et développe un parfait bilinguisme russe et français. Ses nombreux poèmes, romans et autres productions littéraires témoignent de son immense talent dont l'écho nous parvient encore aujourd'hui. Alexandre Pouchkine meurt en 1837, grièvement blessé au sortir d'un duel au pistolet. Lewis Latimer et la lumière fut. Lewis Howard Latimer naît à Chelsea, dans le Massachusetts. Ses parents, qui ont longtemps servi comme esclaves, décident de s'enfuir ensemble après leur rencontre pour échapper à ce funeste destin. Ils finissent par venir à bout de leur combat pour la liberté en 1848, année de la naissance de Lewis Latimer. À 20 ans, Lewis Latimer commence une carrière de dessinateur industriel dans le cabinet Gropsy & Good, spécialisé dans le droit des brevets. Il est promu chef de service des dessins industriels de ce dernier à 24 ans, 1872. C'est fort de cette position que Lewis Latimer a l'occasion de travailler avec Graham Bell, en l'aidant à finaliser son brevet sur l'invention du téléphone. Lewis Latimer travaille ensuite pour Electrodynamic Light Company à partir de 1880. C'est dans ce cadre que Latimer mettra au point l'ampoule électrique à filament de carbone. 2 brevets sont déposés. En 1881 pour des améliorations de la lampe à incandescence et en 1882 pour l'utilisation d'un filament de carbone dans l'ampoule. Il met également au point le système de câblage en circuit parallèle plus efficace et dirige les travaux d'installation de la lumière électrique à Philadelphie, New York City et Montréal. En 1884, il commence à travailler pour Thomas Edison au sein de son entreprise, Edison General Electric Company. Lewis Latimer est alors le seul noir de toute l'armée de chercheurs de la compagnie. À cette époque, Thomas Edison et ses équipes connaissent depuis plusieurs années un problème majeur avec leur modèle de lampe électrique qui, avec son filament en bambou, grille au bout de 30 heures de fonctionnement. Lorsque Lewis Latimer rejoint l'équipe, c'est avec son brevet sur la fabrication et l'utilisation d'un filament de carbone beaucoup plus résistant. Latimer améliore donc son invention au contact d'Edison, même si c'est ce dernier qui finalement dépose un nouveau brevet de lampe à incandescence plus durable. Lewis Latimer meurt en 1928 avec plusieurs autres brevets et inventions à son actif. Il n'est que l'un des multiples savants et inventeurs noirs qui se distinguèrent aux USA par leur travail au lendemain de l'abolition de l'esclavage dans ce pays. On peut citer entre autres Garrett Morgan, 1877-1963, feu tricolore, masque à gaz et autres inventions à son actif. Alexander Miles, 1838-1918, ouverture et fermeture automatique des portes d'ascenseur. Andrew Beard, 1849-1921, système de couplage automatique des trains. Sarah Bone, 1832-1905, planche de repassage. Elijah McCoy, 1844-1929, système de lubrification des moteurs de locomotives et navires avec 57 brevets relatifs. David Creutzwaite Jr., 1898-1976, système de chauffage et de réfrigération, thermostat et 109 autres brevets dans le domaine du contrôle de la température de l'air. Richard Spikes, 1878-1963, boîte de vitesse automatique pour les voitures, ainsi que de nombreux autres brevets et inventions liées à l'automobile.
Granville Woods, 1856-1910. Antenne parabolique, télégraphonie, qui est une machine hybride entre téléphone et télégraphe, ainsi qu'une soixantaine d'autres inventions brevetées. Otis Boykin, 1920-1982. Unité de contrôle pour stimulateur cardiaque artificiel ou pacemaker, et 27 autres brevets sur des appareils électroniques. Mary Van Britten Brown, 1922-1999. Premier système de sécurité moderne pour les domiciles, etc. etc. Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo. Lorsqu'Alexandre Dumas naît à Villiers-Cotterêts en France en 1802, son père est fortement diminué physiquement à cause de 2 ans de captivité avec maltraitance en Italie, 1799-1801. Il est également fort diminué socialement car ses droits d'ex-combattant haut gradé de l'armée française lui sont refusés depuis son retour de captivité. Il est même banni du corps des officiers en 1802 par Bonaparte. En effet, Dumas Alexandre David de la Payette, père d'Alexandre Dumas, est un valeureux et prestigieux général de l'armée française qui a servi sous les ordres directs de Napoléon Bonaparte, premier empereur des Français. Or, suite à un désaccord idéologique lors de la première expédition d'Égypte en 1798, le froid s'est installé depuis entre le général Dumas et Napoléon Bonaparte. Ce qui expliquerait, du moins en partie, ce manque criard et injuste de reconnaissance des faits d'armes du général Dumas dans les dernières années de sa vie et aussi dans l'histoire de France. Il meurt en effet en 1806 des suites des séquelles provoquées par sa captivité sur sa santé, laissant sa veuve et ses enfants sans le secours que son haut rang était censé leur assurer. Alexandre Dumas a alors presque 4 ans. Le général Dumas, père du célèbre écrivain que devint plus tard Alexandre Dumas, était noir. C'était le fils d'un noble marquis de Saint-Domingue et d'une esclave noire. Le général Dumas était donc né esclave et il fut ensuite racheté par son père qui l'amena avec lui en France. Alexandre Dumas, célèbre écrivain de la littérature française, auteur d'une pléthore d'œuvres littéraires, dont les chefs-d'œuvre que sont Les Trois Mousquetaires, 1844, et Le Comte de Monte Cristo, 1844-1846, était noir. Cheikh Anta Diop, homme de science et historien. Cheikh Anta Diop naît en 1923 à Kaïtou, au Sénégal. Il effectue ses études secondaires à Dakar et à Saint-Louis, Dar Wolof, au terme desquels il décroche ses brevets de capacité coloniale, équivalent du baccalauréat français, en mathématiques et en philosophie en 1945. L'année suivante, il part pour la France, à Paris, afin d'y poursuivre ses études supérieures. Il s'y inscrit en classe de mathématiques supérieures car il envisage de devenir ingénieur aéronautique. En parallèle, Diop s'inscrit également à la faculté des lettres de la Sorbonne pour y suivre un cursus de philosophie. Ses études en lettres à la Sorbonne sont sanctionnées par un doctorat d'État obtenu en 1960 avec la mention « honorable ». Du côté de sa formation scientifique, Cheikh Anta Diop décroche en 1950 2 certificats de chimie, l'un en chimie générale et l'autre en chimie appliquée. À l'époque, jusqu'en 1966, le premier cycle universitaire est constitué d'un système de certificats d'études supérieures qu'il faut réussir afin de décrocher une licence S-Sciences. Notons qu'à partir de l'année 1956, Diop enseigne la physique et la chimie au lycée Voltaire et Claude Bernard à Paris, car au milieu de toutes ces activités, l'homme doit bien travailler pour gagner sa vie. En 1957, Cheikh Anta Diop poursuit une spécialisation en physique nucléaire au laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France, puis à l'Institut Pierre et Marie Curie. Ce parcours académique fort riche
qui mêle à la fois sciences exactes, philosophie, anthropologie et histoire, constitue le soubassement solide qui fonde les travaux de recherche de Cheikh Anta Diop, ainsi que les multiples ouvrages qui en résultent. En effet, entre 1954 et 1988, ses recherches débouchent sur la publication d'une dizaine de livres dont il est l'auteur. Entre 1951 et 1986, il donne et participe comme intervenant à de multiples conférences, congrès et colloques internationaux au Sénégal, en France, en Algérie, au Danemark, en Finlande, en Éthiopie, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, en Égypte, au Bénin, au Cameroun, en Grèce, en Guadeloupe, au Niger, aux USA, Atlanta, Géorgie. Lorsque Diop rentre définitivement au Sénégal en 1960, il entreprend de créer entre 1961 et 1966 un laboratoire de datation au carbone 14 à l'université de Dakar, le deuxième d'Afrique noire à l'époque. Un tel laboratoire permet entre autres de réaliser sur place des recherches en archéologie, préhistoire, histoire, géologie et climatologie. En 1970, Cheikh Anta Diop est sollicité par l'UNESCO, Organisation des Nations pour l'éducation, la science et la culture, afin de contribuer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Une œuvre en 8 volumes, rédigée entre 1964 et 1999, et qui vise à remédier à l'ignorance généralisée sur le passé du continent africain, tout en se libérant de la lecture jusque-là colonialiste de celle-ci. La contribution de Cheikh Anta Diop à ce grand projet, ainsi que l'essentiel de ses travaux scientifiques d'ailleurs, ont permis de restaurer et d'instaurer durablement la réalité des origines négroïdes de l'Égypte antique. Surtout quand on sait tous les apports scientifiques et culturels que cette Égypte a offert au monde. Plus ancienne encore que la civilisation maya, ou les célèbres Grèce et Rome antiques, l'ère de l'Égypte antique, qui a duré environ 3000 ans, est une époque où la peau noire, alors largement présente dans l'Empire égyptien, ne souffre d'aucune connotation dégradante et ne fait l'objet d'aucun mépris. C'est l'époque de la construction des glorieuses et impressionnantes pyramides, l'époque du règne des puissants et légendaires pharaons. Ces pharaons d'Égypte, qui compte tenu du caractère négroïde de leur civilisation à l'époque, devaient logiquement être noirs. Cheikh Anta Diop donne ainsi à travers ses travaux un nouvel écho plus retentissant et dépourvu du biais esclavagiste /colonialiste /raciste qui tend à dénigrer tout ce qui est noir, au témoignage d'auteurs de la Grèce antique ayant séjourné en Égypte antique tels que Hérodote, Aristote, Strabon et Diodore de Sicile notamment. Même ce témoignage du comte Volney, dit Constantin François Chasseboeuf, 1757-1820, dans son ouvrage Voyage en Égypte et en Syrie, il séjourna en Égypte en 1783 pendant un peu moins d'une année. Ce témoignage retrouve, grâce à Diop, toute sa lumière. Ouvrez les guillemets, je cite. Les Coptes sont donc proprement les représentants des Égyptiens, et il est un fait singulier qui rend cette acception encore plus probable. En considérant le visage de beaucoup d'individus de cette race, je lui ai trouvé un caractère particulier qui a fixé mon attention. Tous ont un ton de peau jaunâtre et fumeux, qui n'est ni grec ni arabe. Tous ont un visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, une vraie figure de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat, lorsqu'ayant visité le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens parce que, comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. De penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris,
est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité qu'on a mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Fin de citation. Si le peuple de l'Égypte antique était un peuple négroïde, les habitants de Kemet, pays noir, comme ils désignaient eux-mêmes leur patrie, alors que dire de ces souverains et de ces pharaons? C'était bien un peuple noir gouverné par des pharaons noirs. En outre, on peut citer un témoignage de Jean-François Champollion, 1790-1832, père de l'égyptologie et linguiste de génie qui a réussi le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. Il y fait référence aux peintures retrouvées dans la célèbre vallée des rois, Biban el-Moulouk, qui abrite de nombreux tombeaux de pharaons. Ouvrez les guillemets, je cite. Cette manière de considérer ces tableaux est d'autant plus la véritable que, dans les autres tombes, les mêmes noms génériques reparaissent et constamment dans le même ordre. On y trouve aussi les Égyptiens et les Africains représentés de la même manière, ce qui ne pouvait être autrement. Mais les Namous asiatiques et les Tamhou, race européenne, offrent d'importantes et curieuses variantes. Fin de citation. Champollion souligne bien comment sur les tableaux qu'ils avaient vus, les Égyptiens et les nègres africains, désignés sous le nom général de Nahassi par les Égyptiens, partagent une apparence commune. Que dire enfin de toutes ces pyramides présentes dans la région de l'actuel Soudan, 2 fois plus nombreuses que celles présentes en Égypte, et dont les découvertes ont été délibérément étouffées par les archéologues du début du XXe siècle, dégoûtés à l'idée de reconnaître l'évidente existence de puissants pharaons noirs. La civilisation de l'Égypte antique et ses voisins directs, notamment au sud, étaient des empires entièrement noirs qui ont vu régner sur eux des pharaons à la peau tout aussi noire. Cheikh Anta Diop décède en 1986 à Dakar pendant son sommeil. Pour éviter que la vidéo s'éternise, je raconte de la même manière l'histoire de Patricia Bath et le laser qui rend la vue, l'histoire de Shonda Rhimes, scénariste de haut calibre, l'histoire de Oprah Winfrey, contre vents et marées, l'histoire de Barack Obama, ou le symbole de tout un monde, et l'histoire de certains hommes d'affaires d'Afrique, sous le titre « Le club des puissants entrepreneurs, hommes, femmes d'affaires et CEO noirs », dont Aliko Dangote, Johnson H. Johnson, Faloruncho Alakidja, David Stewart, Tidjane Thiam, Ursula Burns, Mohamed Ibrahim, Robert Smith, Patrick Motsepe, et je m'arrête là. Donc comme je disais, pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue, après avoir survolé les titres des histoires des autres personnages dont je raconte les histoires dans le chapitre, passons directement à la fin du chapitre. Comme vous le constaterez dans les lignes qui précèdent, les histoires de ces magnats des affaires n'ont à leur début rien d'extraordinaire. Ce sont souvent des jeunes hommes et des jeunes femmes ordinaires qui ont commencé leur vie de manière ordinaire. Sauf qu'à un moment donné de leur parcours, ils ont fait un choix qui a profondément changé leur vie. Celui de devenir leur propre patron. D'ailleurs, qu'ils soient noirs, comme c'est le cas ici, ou non noirs, comme c'est le cas des magnats des affaires n'importe où dans le monde, c'est souvent le même schéma. Des personnes ordinaires qui commencent des vies ordinaires, vies qui basculent dans l'extraordinaire lorsqu'elles choisissent de devenir leur propre patron. Je m'attarde à souligner ce point, car l'Africain noir a aussi besoin de prendre conscience qu'il est capable de s'enrichir financièrement. Les règles de l'enrichissement financier et économique sont relativement les mêmes partout, malgré les différences de culture ou de contexte socio-économique et quelle que soit la couleur de peau des personnes impliquées. Bien sûr, les sociétés ayant une pratique du capitalisme plus avancée ont mis en place des structures et des systèmes. Ceux-ci tendent, grâce à l'encadrement et à l'organisation que ces derniers procurent, à faciliter l'entrepreneuriat et l'enrichissement personnel de ceux qui vivent sur de tels territoires. Pourtant,
Au niveau individuel, ce sont toujours les mêmes principes d'enrichissement qui gouvernent le parcours personnel de tous ces manias qui ont réussi dans les affaires, qu'ils soient africains ou non, noirs ou non noirs. La lecture de livres spécialisés dans le sujet des principes de l'enrichissement personnel, ainsi que le constat fait concernant les parcours plutôt ordinaires, en tout cas dans leur début, de la plupart de ces icônes soutiennent cet argument. Les Noirs ont, plus que jamais, besoin de prendre conscience de ce fait et surtout de se lancer dans la course afin de se saisir également du pouvoir économique. Oui, les règles de l'enrichissement financier sont les mêmes pour tout le monde. Certes, l'Africain et le Noir, alourdis par le fardeau de leur histoire, ont pris un certain retard dans cette course, mais ce n'est aucunement une excuse pour ne rien faire. Ce n'est pas une excuse pour baisser les bras et se lamenter sur son sort. Ce n'est absolument pas une excuse pour s'exclure de la course vers la liberté financière. Non, ce n'est définitivement pas une excuse pour penser que l'Africain et le Noir n'auraient pas le droit ni la capacité d'accéder massivement à la meilleure qualité de vie que permet l'aisance financière. Le continent noir a absolument droit à l'aisance financière et à une meilleure qualité de vie dans son ensemble. De plus, tous ces enfants ont pleinement la capacité de faire individuellement et collectivement le nécessaire sur les plans économiques, technologiques, scientifiques et politiques pour y accéder. C'est pour moi un pincement au cœur que de lire en 2020 sur Business Insider France que les USA comptent 615 milliardaires, dont seulement 6 sont noirs américains. Cela fait une proportion d'environ 1%, lorsqu'on sait que ces derniers représentent environ 12% de la population totale du pays. Le pincement devient d'autant plus violent et la douleur de mon âme d'autant plus intense que ces chiffres sont encore pires lorsque Business Insider France les présente à l'échelle mondiale. Sur 2153 milliardaires à travers le monde en 2020, 13 seulement sont noirs, soit une proportion de 0,6%. Or, l'Afrique subsaharienne représente environ 14% de la population mondiale actuelle et appartient au deuxième continent plus peuplé de la planète derrière l'Asie. Prenons enfin la peine de préciser que l'Afrique, dans son ensemble, représente un peu plus de 16% de la population mondiale, avec ses 1,3 milliard d'habitants en 2020. Une population qui, d'après les projections, pourrait tripler d'ici la fin du XXIe siècle, ce qui représenterait un formidable marché. Il est extrêmement urgent que l'Afrique se réveille et sorte de son frustrant sommeil, car, Africain, tu es capable. Aie donc confiance en toi-même. Dans ce chapitre, nous n'avons pas seulement parlé des icônes noires, mais aussi de plusieurs personnalités emblématiques noires qui se sont illustrées dans divers domaines et continuent d'ailleurs à le faire. Bien sûr, nous ne pouvons pas toutes les citer, car elles sont infiniment plus nombreuses. Marianne Kroc, Tony Olumelu, Mike Adenuga, Elisabeth Moreno, Bernard Tyson, Philippe Emeagwali, Modibo Diarra, Isabelle dos Santos, Severiano de Heredia, Ernest Simo, Thomas Sankara, Rolila Madiba Mandela, etc., etc. Tous servent néanmoins d'exemple que de plus en plus d'Africains sont activement appelés et encouragés à suivre, car, je le répète, aux oreilles des Africains et du monde, Africain, tu es capable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette lecture du chapitre 4 de mon livre, Africain et fier.